Salut à tous, je suis Élise Benazet, psychomotricienne, formatrice et professeure de danse. Dans mon podcast Trouve ton Move, je vous invite à explorer les univers de thérapeutes hors du commun, qui, comme moi, ont choisi de sortir des sentiers battus. Ensemble, découvrons des méthodes innovantes pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur danser-psychomote.fr pour découvrir mes formations et approfondir vos compétences. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet trop souvent tu et pourtant essentiel, les douleurs pelviennes. Et pour bousculer vos perceptions, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Prost, une kinésithérapeute inspirante basée à Besançon. Préparez-vous à découvrir le massage neural, à comprendre intimement comment votre corps communique et à explorer des solutions concrètes pour l'endométriose et les douleurs féminines. Cet épisode, c'est une véritable mine d'or pour apprendre à vous écouter, à vous réapproprier votre bien-être et à exiger une prise en charge à la hauteur de vos besoins. Si vous vous sentez concerné par ces questions, que vous souhaitez vous former, je vous invite à regarder le site d'Audrey Prost et de ses collègues sur paulveillepicard.com. Salut Audrey. Salut Élise. Je t'ai invitée aujourd'hui à Trouve ton Move parce que tu es ma kiné et j'aime beaucoup ton approche, ton travail. Et j'avais envie que tu nous racontes ton cheminement à toi particulier parce que tu es une kiné avec quand même une approche très particulière, le massage neural. Et tu m'as beaucoup aidée parce que moi je souffre d'une endométriose sévère qui a créé chez moi des adhérences qui me font mal quand j'ai la vessie pleine par exemple, quand je digère. Donc voilà, j'ai ces soucis depuis plus d'une vingtaine d'années et ça n'a jamais été pris en charge. Et puis on m'a orientée vers toi et là ça a été une révélation. Donc je me suis dit autant partager ça avec tout le monde. Donc ma première question pour toi, ça va être déjà de savoir comment tu t'es orientée vers le métier de kiné. Moi je suis psychomote, ça a été une révélation. Est-ce que ça a été pareil pour toi ? Merci pour cette introduction. Alors, est-ce que la kiné a été une révélation pour moi ? Oui, ado. J'étais très sportive et je voulais être dans le soin, le sport. Voilà, j'ai fait la conclusion que kiné, ça serait super. Donc, je suis partie dans cette optique-là. Dès le collège, donc, j'ai envie d'être kiné pour être kiné du sport. Ah oui, c'est venu très tôt chez toi. Ouais, ok. Très tôt. Donc, tu as réussi à entrer à l'école de psychomote de Besançon, pardon L'école de kiné de Besançon. Ouais, d'accord. Donc, après la première année de médecine. Trop bien. Intégration à Saint-Jacques, à l'école de kiné. Et à partir de là, j'ai découvert tous les champs cliniques possibles dans la prise en charge en kinésithérapie. Et donc pas que du sportif. Donc ça va du petit bébé à la personne âgée, à la femme enceinte, aux sportifs bien sûr. Mais le champ est très large et je me suis dit que j'allais pas m'ennuyer dans cette profession, parce qu'il n'y avait pas que l'aspect sportif qui m'intéressait. D'accord. Et donc finalement, en découvrant tout ce champ des possibles, tu t'es petit à petit spécialisée très tôt ou c'est venu plus tard ? Non. Je suis restée très générale, une prise en charge très générale, sachant qu'on ne parlait pas de douleur pelvienne à cette époque-là à l'école. On n'avait pas de cours par rapport à la douleur chez la femme, des douleurs pelviennes ou de cette approche spécifique. On avait des cours en périnéologie, mais pas sur les douleurs spécifiquement. Et encore en périnéologie, je n'ai pas souvenir, moi, d'avoir eu beaucoup de cours. Ça dépendait des années. D'accord, donc c'est la rééducation post-accouchement de base. Voilà. C'est ça. Mais c'était pas plus développé que ça, tu veux dire ? Ok, d'accord. Voilà. Alors, comment t'es venue aux douleurs pelviennes ? Ça fait pas rêver, là, comme ça. Donc, j'ai été diplômée. Après mon diplôme, j'ai voulu quand même réaliser mon rêve de kiné dans le milieu sportif. Et j'ai fait 2 saisons d'hiver en station de ski. Et après, je suis revenue à Besançon avec cet objectif de faire autre chose, parce que j'avais vécu ce que j'avais à vivre au niveau du milieu sportif. Et je me suis formée donc, très rapidement, en 2 ans post-diplôme, à cette méthode globale d'approche de thérapie manuelle qu'est le massage neural. D'accord. Et à partir de là, j'ai reçu des patients, des patientes avec cette approche-là. D'accord. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, donc le massage neural. Voilà. Et tu parles d'une approche globale, c'est ça ? C'est ça. Okay. C'est une approche globale de thérapie manuelle qui permet de travailler un symptôme selon son organisation nerveuse. D'accord. Donc, ce qui nous permet de travailler un symptôme à distance de celui-ci. Ok, tu as un exemple ? On va prendre les douleurs pelviennes. Ouais. Par exemple, tout ce qui se passe au niveau du bassin, une partie de l'innervation part du dos au niveau
thoracique, entre le thorax et les lombaires. D'accord. Donc à peu près au milieu du dos. C'est là que par les nerfs qui innervent le bassin. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une action, quand on a une action sur cette zone-là, on peut agir sur les symptômes qui sont au niveau du bassin, sans avoir à toucher spécifiquement le bassin. D'accord. Ok, ça je comprends bien. Voilà. Ok, et à partir de ça, quelle va être ta pratique manuelle du coup ? Alors le massage neural, donc dans le terme, le mot massage est là car c'est une technique de toucher qui passe par des techniques de peau qui peuvent être des techniques très classiques. En kiné, on cherche une désensibilisation par des techniques de peau, par des techniques de massage. D'accord. Sauf qu'on les utilise dans une méthodologie particulière, selon l'organisation de ce qu'on appelle un métamère. C'est une organisation, une famille nerveuse. Métamère, c'est très joli. Une famille nerveuse. Voilà, un métamère, c'est une famille nerveuse qui constitue une famille de peau, une famille de muscles, une famille de viscères, une famille d'os, de ligaments. Et toute cette famille vient d'une racine nerveuse à un endroit du dos précis. D'accord. Voilà. Et donc la famille viscérale du périnée, elle appartient à cette famille nerveuse qui part du dos. Du milieu du dos. T12 et là. D'accord. Voilà, donc milieu du dos. T12, ça veut dire la deuxième thoracique. Thoracique et L1. La première lombaire. La première lombaire, d'accord. Ça se situe au milieu du dos. À peu près, oui. Ouais, donc toi, tu as une conscience un peu dans l'espace. D'où part le schéma de la douleur, où il se diffuserait, c'est ça, si je comprends bien ? Dans la peau, les ligaments, les os. Oui, c'est ça. Quand on me décrit un symptôme, dans ma tête, il y a vraiment cette cartographie nerveuse. Et je dézoome, et donc je veux venir au-delà du symptôme. D'accord. Ok. Donc c'est cette pratique-là en massage neural, après, qui m'a amenée à, dans mes questions avec les patientes, d'aller chercher plus loin que le symptôme, que pour qu'elles viennent, savoir s'il n'y avait pas des symptômes associés qui correspondraient à mes territoires nerveux. D'accord. Et je me suis rendu compte, en travaillant, par exemple, un problème d'épaule ou de cervicale, que j'avais des patientes qui avaient des douleurs pelviennes. Et qu'en travaillant avec cette dynamique globale, je venais atténuer les douleurs pour lesquelles elles venaient, cervicale, épaule, mais aussi leurs douleurs pelviennes. On avait vraiment un abaissement du seuil de la douleur, mais global, et donc aussi au niveau de leur intimité. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. Je vais pouvoir aider certaines femmes ou aider les femmes qui ont des douleurs pelviennes sans avoir à toucher cette zone-là, parce que je n'étais pas formée en rééducation périnéale à cette époque-là. Oui, puis moi, on m'avait proposé, pour la prise en charge de mes adhérences, de passer par le vagin pour me faire une rééducation. J'ai jamais passé le cap. Donc, effectivement, c'était très pas spécifique. Le passer. Et j'aurais pas à le faire. Donc, c'est intéressant aussi pour toutes les femmes qui ont ce type de douleur. C'est ça, qu'on peut travailler une douleur intime, une douleur pelvienne, sans avoir à accéder à cette zone. Donc, parfois, il y a besoin, mais c'est en dernière intention. Quelque chose qui peut être utile. C'est pas à exclure, mais il y a plein de choses à faire sans avoir à toucher le périnée. C'est quelque chose qui m'anime énormément. Là, dans mon quotidien, de montrer aux femmes qu'elles peuvent prendre soin de cette zone-là sans avoir à laisser un thérapeute toucher cette zone-là. Quand il y a des douleurs, c'est souvent une zone qu'on rejette et que c'est pas forcément acceptable qu'on vienne la toucher. On s'en persuade en disant c'est pour mon bien, je vais laisser le thérapeute, mais c'est souvent plus complexe que ça. Donc de savoir qu'il y a des alternatives, c'est quelque chose qui m'anime à communiquer. Oui, d'accord. Et puis moi qui m'a animée en tant que patiente. Et puis tu parles donc d'un toucher massage. Effectivement, moi ce que je peux raconter, c'est que tu viens très doucement toucher la peau, donc à des endroits qui ne sont pas forcément autour du bassin. Tu pinces d'abord, c'est ça ? Tu fais un petit bilan, un état des lieux ? C'est ça. Ouais, qu'est-ce que tu ressens ? Moi, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'elle a dans ses doigts magiques ? Alors, le pincement, c'est pour évaluer justement cette famille de peau, ce qu'on appelle une dermalgie. Je viens chercher de la douleur au niveau de la peau sur cette famille de peau de territoire nerveux pour savoir quelles sont les familles nerveuses qui sont sensibilisées, qui contiennent de la douleur, de la nociception plus précisément. Donc des endroits sur mon corps où tu dis ok, là ça fait mal, ça me donne un indice, c'est relié à telle zone corporelle. Donc c'est dans cette zone-là qu'il faut que je vienne agir. D'accord. Et effectivement, après le traitement se fait par un toucher qui est adapté à la personne que j'ai en face de moi. Ma pression dépendra de la sensibilité du tissu. Et l'objectif, c'est de rester au seuil de la douleur pour permettre d'envoyer un message antalgique, de venir court-circuiter l'information nociceptive, c'est de la douleur au niveau du tissu,
C'est comme quand on vient se frotter, on s'est cogné quelque part, oui. On vient frotter fort. Derrière, oui. Voilà, c'est pour donner une information différente, proprioceptive, extéroceptive à l'extérieur du corps. Et au niveau de la moelle épinière, il y a un petit réseau nerveux qui vient court-circuiter. D'accord. Le fait de donner une autre info, plus douce ou différente en tout cas. Différente, ça court-circuite la douleur sur la durée. Alors, c'est ça qui est surprenant. Ce qui est surprenant, c'est qu'avec l'approche en massage neural, le fait de faire ça sur tout le territoire nerveux de façon méthodologique, c'est comme ça qu'on peut avoir quelque chose dans la durée. D'accord. Et donc c'est quelque chose qui fonctionne quand on frotte fort, lorsqu'on vient de se taper quelque part pour se soulager immédiatement. Mais dans un cas où il y a des grosses sensibilités et de l'hyperalgie, de l'hyperdouleur, il faut venir à un seuil acceptable pour le patient pour pas flamber, parce qu'on va venir travailler sur plein d'endroits du corps, plein d'endroits de la famille nerveuse. Donc si on fait une stimulation trop forte, le corps il prend ça pour une agression. Et là on a une réaction rebond. Donc c'est pour ça que le toucher il est vraiment adapté au seuil de sensibilité de chacun. Et comment tu sens, toi, si le patient il ne dit pas « ouille, aïe », comment tu es sûre que tu parlais là, du tissu sensible? Tu le sens dans tes doigts, c'est ça? Je le sens dans mes doigts, alors j'observe le patient, même s'il ne dit pas « ouille, aïe », toutes les mimiques du visage, de vraiment être... les orteils. être à l'écoute de ça. Et tout dépend aussi du tableau clinique du patient, de la patiente. Au niveau du bilan initial, je vois s'il a un niveau de sensibilité à la douleur élevée ou pas. D'accord. Un niveau de ce qu'on appelle de sensibilisation centrale de la douleur, c'est-à-dire de diffusion et d'emballement du corps. De la douleur et des systèmes de régulation de la douleur. Si je vois que ma patiente, elle est là-dedans, du coup, je modère encore plus mes gestes. D'accord. Donc, tout dépend du bilan initial. Et concrètement, sous mes doigts, c'est une densité. D'accord. C'est une densité, une peau qui bouge pas comme les autres endroits du corps, qui n'est pas aussi mobile, qu'on sent que les tissus sont congestionnés. Oui, c'est ce que tu me disais beaucoup pour mes adhérences. Après, c'est le toucher, je suis pas magicienne, ça s'apprend, c'est comme tout sens. Après, on est plus ou moins disposé à être sensible dans un sens, mais tout se travaille et il faut se donner l'énergie et le temps pour le travailler, mais tout le monde en est capable. Et donc toi, quand tu travailles comme ça avec tes mains, tu as une présence au moment M où tu arrives, parce que tu arrives à me parler en même temps, moi c'est toujours ça qui me surprend, où tu as tellement développé ce sens, comme tu dis, que c'est facile. C'est ça, avec le temps. Avec le temps. Au début, tu es concentré. Les premières fois, je suis focus. Tu parles à personne. C'est très énergivore. Cette approche en massage neural, au début, m'a demandé beaucoup d'énergie, car ça demande également de déconstruire plein de choses qu'on a appris à l'école de façon très mécanique, où cette perception d'action musculaire, ligamentaire, osseuse, on vient détendre tel muscle, que ça vient agir sur tel os qui va dans tel mouvement. Là, on garde ça bien sûr en mémoire dans notre raisonnement clinique, mais on vient raisonner avec l'organisation nerveuse. Et on parle plus du tout de la même chose. Donc il faut savoir déconstruire ce qu'on a appris à l'école pour après aussi le réintégrer à cette nouvelle façon de voir le symptôme. D'accord, Et après de réussir à faire converger les deux. Mais ça demande beaucoup d'énergie intellectuelle et physique et de concentration effectivement. Donc, à un moment donné, après, tu peux lâcher et parler. Des fois, je parle trop. Et j'étais pas au bon niveau. D'accord. Et des fois, je l'ai donné un peu trop. Il peut y avoir des réactions qui sont très inconfortables pour les patients après. C'est parce que j'ai été trop forte. D'accord. Même si j'y ai mis toute la douceur que sur le moment. Sur le moment M. Mais j'ai manqué de concentration. Et le patient aussi, du coup, en me parlant, manquait de concentration. Et n'a pas su me dire si c'était trop pour lui ou pas. D'accord, Après, comme tu dis, tu as dû déconstruire ton côté, mais du côté du patient aussi, parce que moi, je suis contente quand tu trouves des points qui font mal. Je me dis, elle a trouvé le bon endroit. Et je me dis, faut passer par le mal pour soigner. Tu vois, faut qu'elle appuie plus fort. Donc, j'ai dû apprendre aussi ça, à bien te signifier quand ma douleur partait, à être à l'écoute de ce que tu étais en train de faire. C'est vraiment un travail à deux, de partenariat. Ça nous rend actifs aussi en tant que bien patient. Sûr, on a vraiment besoin, même dans un travail manuel, qui est qu'une part de l'approche de rééducation périnéale des douleurs pelviennes. La partie manuelle dont on parle en massage neural, c'est qu'une partie. On avait tout fait un travail d'éducation thérapeutique, de schéma corporel, d'exercice. C'est qu'une partie. Mais même dans cette partie-là où le kiné est plus actif que le patient,
on a besoin que le patient nous renvoie quelque chose et qu'il soit en pleine conscience de ce qu'on fait. Et cette idée qu'il faut aller dans le mal pour faire passer le mal... Oui, tu connais. Eh ben, c'est quelque chose qui peut être vrai dans certaines pathologies, dans certaines situations, mais dès qu'on tombe dans de la douleur chronique, et notamment dans les douleurs pelviennes chroniques, où il y a une sensibilisation toute particulière avec un impact émotionnel tout particulier, on ne peut pas se permettre de soigner le mal par le mal. Ouais, donc d'être dans un travail vaginal où on vient faire un travail musculaire profond pour essayer de faire céder les adhérences, les sensibiliser, pour ça, moi, j'y crois pas et je défends l'inverse, pour respecter le seuil douloureux et d'être justement dans cet apprentissage du respect de sa douleur pour réussir à la maîtriser et la faire passer. Mais c'est pas c'est pas dans cette logique, allez, on y va un bon coup, on serre les dents, ça va aller. Non, ça se passe pas comme ça dans les douleurs chroniques et surtout pas dans les douleurs pelviennes. D'accord. Bon, moi, c'est très clair comme. Ouais, c'est vrai que je suis assez. Comme parole. Ouais. D'accord. C'est quelque chose qui m'anime tout particulièrement parce que l'impact que ça a d'être confronté à une douleur dans son intimité, il est énorme. Que ce soit au niveau émotionnel, psychologique, ancrage central au niveau du schéma corporel. Oui. Et c'est ça qu'il faut essayer de venir désactiver pour retrouver du confort et la réappropriation de son corps. Et la réappropriation de son corps ne passe pas par de la douleur. En tout cas, pas quand on cherche à avoir moins de douleur. En tout cas, ça modifie le schéma corporel. Complètement. On peut moi j'avais une vision par exemple vers ma vessie à droite, que ça prenait énormément de place cette douleur. Et je l'ai réduite petit à petit en prenant soin de la douleur chronique, effectivement, qui a disparu. On peut dire, au bout de quelques mois, j'ai plus eu ces douleurs-là grâce à ton travail. Alors elles sont venues se mettre ailleurs. Mes douleurs, enfin c'est pas ça, je crois que tu m'expliques, ça exacerbe aussi peut-être d'autres parcours neuro, enfin je sais pas comment tu dis, nerveux. Et c'est vrai que quand le corps n'est plus dans ce fonctionnement permanent au même endroit, à la même douleur, ça laisse place à qu'il y ait des douleurs ailleurs. Le corps, il peut pas gérer 2 douleurs intenses à la fois. Oui, c'est ça. Il priorise. Donc si tu as une douleur intense, chronique à un endroit, le corps, il s'exprime à ce niveau-là, la douleur, elle s'exprime à ce niveau-là. Dès que celle-ci devient moindre, il y a d'autres endroits du corps qui peuvent s'exprimer, qui peut-être n'avaient pas la place avant de s'exprimer. D'accord, j'étais mal organisée ailleurs, ça s'est exprimé. Non, puis ce travail, du coup, c'est un travail conjoint qu'on a eu les deux, avec tout ce que tu as mis en place à côté, et tout ce que tu as bien voulu corriger dans tes habitudes aussi personnelles. Parce que tu parlais de douleur vésicale, et on ne peut pas espérer une diminution de ce seuil de sensibilité, de cette douleur chronique, si toi, dans tes comportements vésicales, tu ne changes pas. Est-ce que tu as tout de suite compris? Est-ce que tu as tout de suite changé? Ce qui a participé à cette diminution des symptômes. Je pense à toi quand je fais pipi, rapide. pour être clair. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à toi quand ils sont aux toilettes. Parce que tu parlais d'éducation donc thérapeutique, c'est ça? Donc on donne, quand on donne des informations personnalisées aux patients. Oui, c'est ça. Tu m'as fait tout un questionnaire au départ dans les premiers rendez-vous de comment je me comportais, est-ce que je poussais, est-ce que je laissais aller, est-ce que j'y allais souvent. Tu m'as demandé de voir combien de pipi je faisais, etc. Mais on m'avait jamais posé ces questions. On s'était pas vraiment intéressé aux conséquences de mon endométriose. Donc rien que ça met déjà dans une thérapie, comme tu l'expliques. C'est par manque de formation des professionnels. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu te donner l'information, c'est qu'ils ne l'avaient pas. Et c'est un domaine qui est très complexe, qui demande d'avoir une vision globale. Et on n'a pas toujours une vision globale dans notre médecine traditionnelle. Le gynéco reste gynéco, le médecin généraliste fait ce qu'il peut, effectivement. C'est ça, tout le monde fait ce qu'il peut, et dans les douleurs pelviennes, parfois ça fait peur. Donc tout le monde fait avec son bagage personnel, ses formations, et le professionnel donne aussi avec tout ça, et parfois ne va pas pousser dans le détail parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il en ferait. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je fais de sa réponse après? Donc après, ce qui nous anime, nous, au cabinet, c'est peut-être vraiment sur ces versants, douleur, mais aussi tout ce questionnaire périnéal qui est essentiel. Oui, questionnaire périnéal, c'est classe. On l'appelle comme ça. Je dis questionnaire périnéal, ça veut dire qu'on peut travailler sur les sensibilités périnéales, sur la rééducation périnéale, sans avoir à faire de toucher vaginal. Et qu'il faut vraiment casser cette idée-là, qu'on ne peut s'intéresser aux douleurs périnéales qu'en faisant un toucher vaginal. Il y en a besoin, parfois, de vraiment faire un état des lieux, des tissus en local, mais pas toujours. Et on peut vraiment désamorcer des situations. Et
Comme nous, on n'a pas eu besoin d'un examen local. Non, oui. Voilà. Donc, on peut désamorcer des situations, prendre en charge des symptômes et les douleurs associées sans avoir cette expertise de toucher. D'accord. Et un questionnaire périnéal, ça, tout kiné est à même de le faire. Ouais, d'accord, ok. Avec une formation, bien sûr, de qu'est-ce qu'il faut aller chercher. Ouais. Mais en soi, c'est des questions à poser, à oser poser. Donc après, au thérapeute de voir ses limites à lui et à quel point il est à l'aise de parler pipi, caca, sexualité avec ses patients. Ouais, donc voilà. Ça aussi, c'est au thérapeute de mettre ses propres limites. Ouais. Et puis, il faut voir après ce qu'il peut répondre, parce que chez moi, ça a créé plein de questions aussi. Ouais. Et dans ton accompagnement, tu m'as aussi parlé de postures pour soulager mon bassin, je vais dire ça comme ça. Des postures plutôt inversées, comment tu les décrirais? Alors, on parle de posture de décharge. Décharge, très joli. Voilà. On parle de posture de décharge périnéale. Oui. L'objectif étant de venir soulager tout ce plancher pelvien, ce plancher musculaire qui porte tout notre tronc. Oui. En fait, de la tête jusqu'au bassin, tout ce poids, il est porté par ce hamac musculaire le périnée. Qui est le périnée. Ah, c'est joli, hamac. Ok. Ouais, c'est une image que j'aime bien, que je viens donner, que c'est quelque chose qui est vraiment dans plusieurs dimensions et qui a un rôle réel de soutien. Et il est aidé par d'autres choses, ce hamac? Parce qu'on dirait qu'il porte tout. Alors, il est aidé par tout l'ensemble de notre système ligamentaire, tissu conjonctif, les os. Il y a tout c'est une toile d'araignée, tout s'auto-tient. Et bien sûr, avec la musculature de notre tronc, les abdominaux, et voilà, tout l'ensemble. Mais la charge... Ouais. Elle est quand même par la gravité sur le périnée. Sur le périnée, avant d'être répartie au niveau des membres inférieurs. Donc bien sûr, il y a les articulations qui font le relais. Mais, d'accord. Et ça a été intéressant pour moi. Tu m'as sorti un bassin en os, mais t'as mis les mains dedans, tu m'as expliqué. Parce que quand on a de l'endométriose, on comprend pas trop le fonctionnement de l'endométriose. D'ailleurs, on l'a pas trop expliqué. Je sais pas si tu as une définition, toi, que tu peux donner. Alors, les travaux sont en cours. Et oui. Pour la définition précise de l'endométriose. Pour le moment, c'est une définition histologique, c'est-à-dire un tissu du tissu de l'endomètre à l'intérieur de l'utérus qui vient se placer ailleurs. Voilà, c'est la définition. Et qui ne devrait pas. Et qui ne devrait pas. Et ça fait mal. Ça peut faire mal. Et des fois, ça fait pas mal. C'est là où on comprend ça peut faire mal. Ouais. Et il y a des organismes, il y a des corps qui arrivent très bien à éliminer ces cellules qui n'ont pas lieu d'être à certains endroits. Et il y a des femmes, ça part dans un emballement. Les cellules s'installent, réaction inflammatoire cyclique. Oui. Donc c'est ça qui est en pleine recherche. Oui, c'est ce mécanisme physiopathologique, vraiment ce fonctionnement de pourquoi certaines femmes elles ont des symptômes extrêmement violents, d'autres pas du tout. Et oui. Et l'inflammation, moi, ça me parlait pas. Tu vois, au départ, je savais pas ce que c'était. Donc on a pu aussi en discuter. L'inflammation, c'est du chaud, c'est de la rougeur, c'est du gonflement. C'est les signes d'une inflammation, mais quelconque dans le corps. Oui. Et moi, ça s'est installé très fort dans le coccyx, mais mes adhérences qui me font mal, c'est vers la vessie. Donc pareil, tout est complexe à comprendre, je trouve. Et c'est pour ça que c'est important de prendre un temps, de communiquer, de dédoumer, d'expliquer par ces familles nerveuses, justement. Parce que la famille nerveuse de la vessie et du coccyx, il y a des familles nerveuses qui sont conjointes. Donc il y a une sensibilité qui en entraîne une autre. Et c'est pas forcément l'adhérence qui est symptomatique, mais selon comment le corps s'est organisé au niveau douleur, selon les circuits nerveux, les sensibilités, elles peuvent être autres que les zones d'adhérence. Du coup, tu réponds un peu aux questions de la recherche, je trouve. Toi, pourquoi chez telle femme ça fait ci, chez telle femme ça fait ça? Alors, et c'est pour ça que c'est complexe, parce que ça part sur aussi l'organisation de la douleur, la neurophysiologie de la douleur. Et ça, il y a encore énormément de travail de recherche aussi à faire à ce niveau-là. Et on est au-delà d'explications mécaniques. D'accord. C'est plus simple de comprendre, il y a une adhérence là, donc j'ai mal là. Oui, ok. Ça va dans notre mode de pensée. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et c'est déstabilisant. Moi, je comprenais pas mon corps, du coup. J'ai commencé à souffrir, je pensais que j'avais le coccyx cassé. Quand j'avais 21, 22 ans, je suis allée consulter aux urgences. J'avais pas fait le lien avec le fait que j'avais mes règles et que c'était ça qui me faisait mal. Puis on a arrêté mes règles avec une pilule progestative. Et là, ma douleur, elle est venue vers la vessie. Donc, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Puis j'avais pas de réponse. Les gynécos, ils disent, tu prends la pilule, tu fais des examens et puis on verra quand vous voudrez avoir un enfant, quoi.
Voilà les seules réponses que j'ai eues. Ouais. Donc là, toi, t'amènes tout un champ des alors, possibles. C'est un champ des possibles avec ma vision des choses. Avec Bien ma sûr, vision en tant qu'kiné, Mm. vision globale, j'ai été formée aussi à avoir une vision globale, ce qui n'ont pas toujours, comme je disais, les médecins. Les spécialités. Les spécialités. Aussi, c'est Donc, vrai. c'est cette approche globale du corps qu'on peut avoir en kiné qui est très riche. Et quand on arrive après en couplet des spécialités, c'est là qu'après c'est construit tout ce que je te raconte là, quoi. Oui, d'accord. Ok. Dans l'éducation thérapeutique, comme ça, avec tes patients, tu peux rencontrer des fois des freins, des personnes qui ont du mal à rentrer, parce qu'on n'a pas l'habitude avec un kiné d'être associé autant. Enfin, en tout cas, je ne l'avais pas été, moi, pour ma part. Ouais. On est quand même... c'est vraiment une dynamique qui se crée là. Qui se crée, oui, c'est quelque chose de très important. Dans les formations initiales, c'est quelque chose qui est vraiment pointé du doigt et pour inclure le patient dans la thérapie, dans la rééducation. Si on ne comprend pas les choses, on ne se les approprie pas et on ne peut pas agir dessus. Ouais. Et au niveau périnéo, c'est quelque chose qui est essentiel. Bah oui. Parce que si dans ton quotidien, tu as des comportements délétères sans le vouloir, mais tu les reproduis tous les jours, c'est pas le thérapeute que tu vois 1 à 2 fois par semaine qui va pouvoir désamorcer ça. Eh oui, donc par exemple, pousser quand on va à la miction ou à la selle, il faut pas. Voilà, c'est ce que tu m'as appris. Exact, voilà. Mais c'est pas il faut pas, c'est expliquer pourquoi il faut pas et que ça devienne une évidence pour le patient. Parce qu'on peut faire faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut que vous fassiez ça. Mais si on fait une liste, ça marche pas. Non, d'accord. Si on explique aux patients qui s'approprient l'information encore mieux, qui arrivent à le donner à d'autres personnes, oui, bien sûr, c'est gagné. Et donc, alors, comment tu l'expliques ça, par exemple, cet exemple concret-là faut pas pousser, entre guillemets, comment tu on va ferais repartir comprendre sur cette image de hamac, qui a un rôle de soutien. Et quand on pousse sur ce hamac, lui, son rôle, c'est de ne pas faire partir, je parle vulgairement, pas vulgairement, mais grossièrement, de retenir pour pas que les choses aillent vers le bas. Donc, retenir les organes. Donc, une contraction quand on lui pousse dessus. D'accord. Alors que quand tu as une miction, quand tu vas faire pipi, tu as besoin d'être complètement détendu pour tes sphincters, ils s'ouvrent. Donc, si tu pousses alors que ton corps est censé se détendre, tu donnes une information contraire à ce qui devrait être physiologique et tu mets le bazar dans ton système urinaire. D'accord, ok, tout simplement. Ouais, le hamac il est trop fort. Cette Donc, image est très bien. Il faut être cohérent avec la physiologie. Oui. Parce que si on a des comportements non physiologiques, on ne pourra pas demander au corps de se réguler. Et ces comportements physiologiques d'évacuation, ils sont menés par un système qui est autonome, qu'on appelle le système neurovégétatif, qui gère aussi la douleur. Donc si tu mets la pagaille quotidiennement dans ton système neurovégétatif en n'ayant pas les bons comportements, tu mets aussi la pagaille dans les systèmes de régulation de la douleur. D'accord, d'où ton questionnaire périnéal très important à la base. D'accord. Dans ton cabinet, du coup, tu reçois que des femmes ou pas ? Alors, j'ai une majorité de femmes. J'ai une majorité de femmes. T'es nommée comme ça spécifiquement alors, les hommes ont des douleurs également. Bien sûr. Ils ont la zone pelvienne qui est moins fragile que la nôtre. Parce qu'ils ont un orifice en moins. Voilà. Mais ils ont un périnée aussi. On en parle surtout chez les hommes lorsqu'il y a du vélo qui est fait de façon intensive avec les névralgies pudendales. On pourrait parler aussi des pubalgies, tout ce qui se passe au niveau du pubis chez les sportifs, chez certains sportifs. D'accord. Il peut y avoir aussi des douleurs, irradiation testiculaire. Voilà, il y a des douleurs aussi chez l'homme, mais qui est assez vite pris en charge complètement à ce point. Femme. J'en avais entendu parler. Donc, si un homme vit avec des douleurs, bien sûr, je le prends en charge, mais j'ai moins de demandes. Peut-être aussi parce qu'il y a moins de besoins. Oui, d'accord. Mais il y en a quand même. Quand tu dis c'est assez vite pris en charge par le corps médical, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est bien ce à quoi je pensais. Oui, on banalise plus les douleurs chez les femmes. C'est normal, les femmes qui les ont mal. Oui, voilà, bien sûr. Non, mais ça fait... Il y a tout... Il y a un passé. Mais oui, il y a un passé, bien sûr. D'accord. Bien sûr, là, on en parle de plus en plus grâce à l'endométriose et à ce budget, cette stratégie nationale qui a été mise en place par Emmanuel Macron. Il y a des subventions pour parler d'endométriose. Et grâce à ça, on parle des douleurs pelviennes. Oui, c'est vrai. Avec aussi ces élans féministes, tout ça, où on parle
plus de la femme, Un autre oser regard, plus, un autre regard. Par les gynécos aussi. Par les gynécos, donc ouais. tout le monde après. Oui, moi j'ai bien sûr. j'ai changé de gynéco, je sais pas combien de fois parce que c'était archaïque les réponses que j'avais. Et j'ai enfin trouvé au CHU à Besançon, oui, des gens qui, et puis en plus qui créent des colloques pour en parler de ces douleurs de l'endométriose. Bah, voilà, donc, parce qu'il y a des fonds qui sont aussi. actifs parce qu'il y a des fonds. Ouais. Parce qu'il y a des fonds. Et donc, qui font parler les patients. Il y a des associations. Enfin, effectivement, ça bouge. Donc c'est une belle dynamique. Oui, ça mène de belles choses. D'accord. Enfin, oui. on va dire de considérer la parole des femmes et qu'une femme, quand elle dit qu'elle a mal, c'est pas dans sa tête, elle a mal. C'est dans son métamère. Sa métamère ou son Alors, c'est dans son corps. c'est entre autres dans son système nerveux. Oui. Alors, bien sûr, il y a une modulation cérébrale de la tête. Mais la douleur, elle est réelle. Après, elle est modulée par le corps. Mais la douleur, elle est bien là. Après, bien sûr, il y a des modulations psychologiques, neurophysiologiques. Mais oui, selon l'état émotionnel. Mais en tout cas, quelqu'un qui est en détresse, il est en détresse, quoi. Ouais, donc on l'écoute. Oui, tout à fait. Merci. Et je pensais à autre chose. Donc, tu dis, on peut prendre en charge aussi les hommes. Et puis, moi, je vois aujourd'hui, tu prends plus en charge mes épaules, mon dos. J'ai eu un lumbago important suite à mon surmenage aussi. Donc, tu sais t'occuper du corps en entier, même si tu t'es spécialisée périnée et tu continues à m'accueillir, même si je te dis que j'ai moins mal là. Ça fait partie du jeu, on va dire. Ah bah oui, bien sûr, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la douleur. Certes, tu viens pour une douleur pelvienne, mais ce qui est important, c'est que ton corps, il est le moins de douleur possible et t'accompagner. Est-ce que tu étais dans de la douleur chronique? Oui. Donc, une douleur chronique, ça part pas en claquant des doigts. C'est une illusion. Donc, le but, c'est que ton corps arrive à se réguler avec tes différentes douleurs corporelles et que tu retombes pas dans un niveau de sensibilité de douleur exacerbé et que tu retombes dans tes douleurs pelviennes. L'objectif, c'est là, on pourrait se dire qu'on est dans un acte de prévention, mais bon, tu as des douleurs, donc on vient les soigner pour éviter qu'il y ait, éviter que ton corps se remette dans ce cercle vicieux de douleurs chroniques qu'il connaît. D'accord. Et oui, c'est ça, il va vers un chemin qu'il connaît, c'est ça, tu m'expliques souvent. Il faut imaginer des centres de régulation qui débordent. En gros, ta douleur pelvienne pour laquelle tu es venue, c'était la face visible d'un iceberg. Ok, c'est ça. Il y a toute la face invisible de l'iceberg qui est à considérer. Il faut qu'on continue à traiter. Et cette face invisible, elle devient visible parce qu'il y a moins cette zone qui était visible avant. En alerte. Qui était en alerte. Mais voilà, le but, c'est que l'iceberg, il devienne tout petit pour que ton corps arrive à réguler et là, que tu n'aies plus besoin de moi. Oui, d'accord. Mais ça se trouve, ça ne va pas durer. C'est en cours. Non, mais c'est en cours. Mais une douleur chronique, ça ne passe pas en claquant des doigts. Oui, d'accord. Ça demande de prendre du temps et c'est un engagement aussi pour le patient. Tout à fait, ouais. Et du coup, c'est différent des consultations en ostéo qu'on peut avoir où souvent on se dit en 2-3 séances ça passe, puis si ça passe pas, on arrête avec l'ostéo parce que il n'y arrive pas. Tu vois un peu ces discours qu'on a. Tout dépend. Après, moi, je trouve du thérapeute, c'est à lui de mener la danse avec le patient. En fait, de trouver quelle dynamique de soins. Il y a des ostéos qui proposent des soins en suivi. Tout dépend du thérapeute, de sa vision de l'accompagnement dans la douleur. Oui, c'est vrai. Oui, et puis ça m'est arrivé, ça a fonctionné aussi. Hein, mais Tout dépend de ça. Ouais, ok. Et donc, on voit que tu es passionnée par ce sujet. Tu l'enseignes, je sais, à l'école de kiné. Tu abordes ce sujet-là. Comment tu t'y prends avec les étudiants? Alors, on m'a demandé d'intervenir sur l'endométriose. Oui, d'accord. Et cette année, avec ma collègue, sur les douleurs pelviennes. D'accord. Donc, l'endométriose fait partie des douleurs pelviennes. Donc, le discours est le même. Oui. Sauf qu'il y a cette spécificité endométriose, où il y a des points à venir aborder. Ok. De façon particulière, mais douleur pelvienne, endométriose, donc oui, on m'a demandé d'intervenir à l'école l'année dernière. Ok, donc là aussi ça s'ouvre. Oui, ça s'ouvre. Il n'y avait pas encore de cours spécifiques comme ça. Non, pas sur l'endométriose et les douleurs pelviennes. Ouais, c'est tout nouveau tout ça. Donc les kinés, vous allez devenir un peu des référents. Il y a moyen, on aimerait bien. Ouais, tu vois, mais ça c'est. On a notre place à prendre et en fait la place elle est maintenant. Ouais. Exactement, comme tu disais, avec toutes ces actions qui sont menées. Voilà, en collaboration avec les gynécos, les sages-femmes. C'est un travail d'équipe avec les profs APA. Ouais. On a besoin de tout le monde.
Ouais, les médecins généralistes, tout le monde. Oui, moi c'est Les ma gynéco. gastro, En plus, oui, c'est Ouais. ma gynéco qui a parlé de toi, donc t'es connue pour cette prise en charge. On travaille en réseau. Ouais. On travaille en réseau, ça demande de s'impliquer, de faire des courriers, parce que c'est pas des prises en charge qui sont simples. Oui. C'est jamais simple. Donc tu fais des retours aux médecins quand tu dis je fais des courriers. Ouais, c'est toujours complexe. Ouais. Parce que c'est propre à chacun. Ok. Et propre au système nerveux de chacun. Ah, oui. Comment le corps arrive à réguler la douleur. Les histoires personnelles de chacun. On parle de l'intimité, on n'a pas tous le même bagage. Donc tout ça, ça construit un chemin thérapeutique différent auprès de chaque patient. D'accord. Et ce chemin, il se construit avec différents professionnels. Eh oui. Donc tu crées ce partenariat petit à petit. Ouais. Et aux patients de trouver aussi dans les professionnels que je propose celui qui convient mieux. Ouais. Et tu as des retours des médecins du coup? Comment ça se passe? Parce que ça peut paraître surprenant pour eux au départ. Oui, et à la fois non, parce que dans leur formation médicale, un métamère, l'organisation nerveuse, c'est OK pour eux. Okay. Donc on parle le même jargon. Ils comprennent pas forcément ce qu'on fait, ni ni concrètement ce qu'on fait avec en séance. Tes doigts, avec mes doigts. Mais au niveau de l'approche du raisonnement, ils le comprennent. Donc ça, c'est super. vous avez la même base et ça aide. Ouais. Ah oui, donc on a ce réseau avec qui on travaille. D'accord, trop bien. On a la chance qu'ils nous fassent confiance. Et puis donc t'enseignes à l'école de kiné, mais tu développes aussi des formations en ton nom, au nom du cabinet. Oui, avec ma collègue, Marie Sussman. Comment vous est venue cette idée et comment vous faites? Alors, comment est venue cette idée? Cette idée, elle est venue par cette surcharge qu'on a au niveau périnéal. Ouais, non, c'est toi, Mac. Là, c'est la surcharge plutôt des demandes de rendez-vous et de la liste d'attente. Oui. D'accord. Et on s'est dit qu'il y avait besoin vraiment de relais. Ouais. En tout cas, on pense régional. On pense à notre niveau-là, que les patientes, il y a un réel besoin et de voir les patientes qui font 1 heure de route pour venir nous voir, ça n'a pas de sens. Là, on est en région Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a pas d'autres collègues formés comme vous? Si, il y a des collègues qui sont formés. Il y a de plus en plus de monde formé, mais encore de façon insuffisante. Ok. Et il y a ce besoin de formation. Et on est convaincus avec ma collègue qu'il y a surtout un besoin d'information. Et oui. Et qu'il y a des outils de base de kiné qui sont applicables pour les patientes qui ont des douleurs pelviennes. Mais si on ne le sait pas et qu'on ne comprend pas pourquoi il faut les faire, les kinés ne le mettent pas en place. Oui. Donc il y a une urgence de formation des kinés, même s'ils ne veulent pas se former spécifiquement à la rééducation périnéale. Comme je disais, il y a plein d'outils en actif à mettre en place pour aider les patientes et qu'il n'y a pas forcément besoin de toucher le périnée, de faire un toucher vaginal. Et oui, c'est ça. D'accord. Donc, tu vas être porteuse de ces informations. Ouais, c'est ça. Et après, 2 formations sur le massage neural. Alors, pas de formation sur le massage neural, c'est une grosse formation. Oui, c'est ça. Une grosse formation. Pour être certifié praticien massage neural, on est sur autre chose. Ouais. Mais d'être déjà dans une initiation. Initiation, plutôt, d'accord. Ouais, dans une initiation, parce que c'est vraiment un gros morceau, le massage neural, mais et que c'est comme je disais, petite partie des prises en charge des douleurs pelviennes. En tout cas, dans notre situation à nous, ce qu'on parle, c'est que du partage de pratique. Il n'y a rien qui est validé. D'accord. C'est du partage de pratique. Et quand tu dis pas validé, c'est scientifiquement. Il n'y a pas d'études pour le moment. Et on se permet de vouloir partager notre pratique parce qu'on a beaucoup de monde par le bouche à oreille. On a la confiance des médecins, des réseaux, et on veut partager ça. Oui, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait de la recherche scientifique? Il faut quelqu'un porteur de ce projet. Plein de choses. Puis c'est pas simple d'être dans la recherche scientifique quand on a une partie de thérapie manuelle. Car c'est non reproductible. En tout cas, c'est très difficile de mettre en place. Il y a énormément de biais. Après, c'est un domaine très particulier, donc je suis pas experte la recherche. Mais tu l'expliques bien. Il y a beaucoup de biais. Il y a beaucoup du subjectif, du ressenti. Donc, c'est pas des formations de massage neural, c'est des formations où on intègre l'initiation de cette compréhension pour donner aussi envie ce que toi, tu à fais, d'autres thérapeutes d'aller...
moi, c'est une technique qui m'anime. C'est quelque chose que je pratique tous les jours. Et oui. Je n'arrive plus à toucher les patients autrement. Okay. Donc, c'est une formation que donne Philippe Donzé à Besançon. C'est une formation d'un kiné bisontin qui a fait un gros travail de méthodologie, de recherche pour faire converger les connaissances et devenir à cette méthodologie de thérapie manuelle. Il s'appuie sur quelle connaissance du coup? Alors sur la neurophysiologie de la douleur. D'accord. Sur l'organisation de la douleur, justement au niveau métamérique. Et des pratiques ancestrales, c'est ça. La médecine chinoise. Oui, médecine chinoise, l'herboutage, l'ostéopathie. Ah oui, il a fait une convergence de ces pratiques et qu'il les a expliquées sur l'organisation nerveuse au niveau il a corporel. Mis du lien théorique. Et il l'a mis en pratique. Et dans cette formation, donc, il y a initiation à cette pratique en thérapie manuelle et toute cette partie bilan, éducation thérapeutique, exercice et toute cette compréhension. Il a tout lié, quoi. Alors, c'est nous qui avez... Ah oui, d'accord. Vous avez ajouté, vous, l'éducation thérapeutique. Les exercices. Et puis ce travail périnéal et cette spécificité périnéale. Ok, d'accord. On voit la différence entre les deux formations. Voilà, c'est ça. Il y a du massage neural. Qui est vraiment thérapie manuelle. Et là, c'est vraiment la prise en charge globale des douleurs pelviennes. Voilà, si on s'intéresse à ça, c'est vous qu'il faut aller voir. Vous avez construit une méthodologie vraiment précise, c'est ça. Quoi, à partir de la clinique. Une sorte de protocalisation de nos soins qu'on a mis en place avec Marie-Alice. D'accord, ta collègue, qui est kiné aussi. Exact. Ok. Et du coup, si on veut s'y former, où est-ce que vous communiquez? Combien de temps ça dure? Comment il faut faire les kinés? Il faut être kiné. Il faut être kiné. Pour le moment, c'est ouvert au kiné. Ça peut être intéressant aussi, bien sûr, de partager ne serait-ce que l'information avec des médecins, les sages-femmes. Et pour l'aspect thérapie manuelle, donc pour le moment, on a ouvert qu'au kiné. La communication, on le fait par les réseaux Instagram pour le moment. C'est le début. C'est le début. Et sur notre site internet où on peut télécharger le flyer d'inscription puis d'avoir plus d'informations. D'accord. Sur le site internet du Pôle Veille Picard. Le Pôle Veille Picard à Besançon. C'est votre cabinet. Oui, c'est notre cabinet. Très bien. Et là, on trouve un peu le programme de votre formation si ça intéresse. Puis des informations sur nous, qui on est. Et puis des contacts s'il y a besoin d'échanger. Ça prend bien? Vous avez déjà donné des formations? Oui, on a déjà donné 2 formations et qu'on a remplies que par du bouche à oreille. Donc, c'est bien. On est très contente de ça. Et comme notre objectif, c'était vraiment de faire du loco-régional pour le moment, pour essayer de décharger notre liste d'attente, que nos patients et les demandes puissent être... que les patients puissent avoir des soins. Un soin local près de chez elles. Et de travailler en réseau. Et que s'il y a besoin justement de cette spécificité plus globale de massage neural, de travailler ensemble, mais que tout l'aspect éducation thérapeutique, exercice, ça puisse être fait ailleurs, et que les patients n'aient pas besoin de faire 1 heure de route. Vos formations, elles durent combien de temps? Alors, c'est 2 jours et 1 journée pratique à distance. Ok, d'accord. Voilà, pour le moment, c'est le format proposé. Qu'on propose. Je suis sûre que ça va évoluer. Il va y avoir de la demande. On le souhaite. Après, c'est vraiment... En tout cas, il y a tellement besoin de communiquer qu'il faut qu'on ose aller chercher des personnes ressources pour nous aider aussi à communiquer parce que c'est un autre métier. Je vois bien, c'est pour ça que j'ai créé un podcast. Et on va partager ça le plus possible. L'envoyer aux assos et aux médecins et à tout le monde qui nous entoure, notre réseau. Donc voilà, si vous nous entendez, partagez tout ça. Ce serait chouette. En tout cas, moi, j'adore venir te consulter parce qu'on voit que tu es passionnée, douce, à l'écoute, le bon mélange pour être pris en charge comme il faut. Merci. Est-ce que toi, tu sens en tant que kiné, dans ton cabinet, tu as trouvé ton move, ta voix, tu as encore des idées, des projets, ça a mûri, j'imagine. Ça mûrit, oui, bien sûr. On a la chance d'avoir une super équipe. On est 4. Donc mon associé et collègue Marie-Alice avec qui on a mis en place cette formation. Et on a 2 autres collaboratrices qui travaillent dans la même dynamique, qui sont venues à nos formations. On partage la même pensée. Et vous avez le temps d'en parler ensemble? Et on prend le temps. Et ça c'est génial, ça c'est dur en libéral. On prend le temps. Donc 4, c'est bien. Pour réussir à être dans une dynamique, en tout cas, on se rend compte de l'énergie que ça demande d'être dans ce travail d'équipe. Mais c'est du bonheur au quotidien d'être dans un milieu
où on a une pensée commune, où on Ouais. a un élan commun, une énergie Ouais. commune. Tu te sens pas seule, quoi. Non, ça n'a pas de prix, ça. Ouais. C'est Et super. ça booste pour garder le cap. Le Ouais, cap, ouais. ouais. Donc là, pour l'instant, tu as trouvé ta voie. Ouais, je ferais pas autrement, je vois bien. Non, là, Ouais, je... ouais. Pour le moment, c'est vraiment ma voie. Mais ouais. Et dans cette spécialité-là, après, qui sait, hein, un jour, il y aura Ouais, mais autre chose. Hein. C'est ça, en tant qu'experte, tu es en train de devenir experte d'un sujet, tu vas voir où ça va te mener. Ouais. Dans des colloques internationaux, enfin voilà, quelque chose Non, comme mais ça. c'est ça qui m'anime et que j'ose imaginer ça. Ah, trop bien. J'ose imaginer. Avoir cette ambition. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai envie de travailler pour oser prendre la parole. Ouais. Car c'est un sujet qui m'anime tellement. Ouais. Il y a tellement à faire. Il y a tellement de femmes qui sont encore mis de côté ou qui culpabilisent avec leur douleur, qui ne se sentent pas légitimes. Oui. D'aller voilà, consulter vraiment, pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais, donc il y a ce côté professionnel qui va aussi avec quelque chose qui m'anime tout une valeur. particulièrement. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Donc, ça se sent. C'est trop bien. Okay. Donc merci de m'avoir donné la parole. Eh ben, merci d'avoir pris le temps parce que quand on sollicite un thérapeute qui est dans la clinique, la formation, il est bien occupé en général. Donc bravo d'avoir pris ce temps-là aussi. Et avec puis, plaisir. Et puis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous parce que j'en ai encore besoin. Merci, à bientôt. À bientôt. C'était Trouve ton Move, un podcast pensé et réalisé par Élise Benazet.